Bienvenue sur Que devient l'Afrique, l'espace où l'on écoute avant de conclure, où chaque mot pèse comme un signal faible annonçant de grands basculements. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans une période de rupture politique et d'alliances redessinées, une voix s'élève, celle de Franklin Nyamsi. Philosophe engagé, il interpelle le Nigeria, la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, dans un moment où souveraineté, sécurité et mémoire historique s'entrechoquent. Écoutons d'abord l'extrait, avant d'entrer dans une analyse où le discours révèle des enjeux bien plus vastes que les mots. Si les Nigérianes et les Nigériens, que ce soit ceux des armées ou ceux de la société civile, n'assument pas la révolution panafricaine contre le régime de Tinubu, le Nigeria va se retrouver à feu et à sang. Je voulais dire ici, à travers cette analyse à haute et intelligible voix au Nigeria et aux Nigérianes, qu'ils risquent gros s'ils ne se débarrassent pas du régime corrompu de Tinubu. Le Nigeria va devoir être dirigé par des patriotes révolutionnaires panafricanistes issus des forces armées. C'est le seul chemin pour sauver le Nigeria. Une fois, d'abord, de l'emprise des néocolonialistes français, de l'emprise de l'impérialisme anglo-américain, de l'emprise des terroristes qui ont été amenés au Nigeria par les impérialistes occidentaux. Seule une révolution panafricaine, une révolution patriotique à l'intérieur des forces de défense et de sécurité du Nigeria est la voie du Nigeria. Et cela va passer par une confrontation sévère. Voilà ma première projection. Deuxième projection, tout ce que le Nigeria est en train de faire contre la sous-région va se retourner contre lui. Car les groupes terroristes seront obligés de se replier et d'affronter l'armée nigériane quand ils auront été copieusement taillés en pièces au Niger, au Burkina Faso et au Mali, comme ils le sont déjà. Le Nigeria sera obligé de gérer ces terroristes. Il lui arrivera ce qu'il a fait avec les terroristes contre les autres sur son propre sol. C'est le sort qui attend l'Algérie dans sa politique de complaisance, dans sa politique d'hébergement des groupes terroristes qui attaquent le Mali, qui attaquent le Burkina Faso et le Niger. L'Algérie ne sait pas qu'elle prépare sa propre prochaine implosion. C'est ce qui est arrivé à la Libye. Le colonel Kadhafi, qui n'avait pas bien compris que Al-Qaïda et l'État islamique n'étaient pas simplement des professeurs d'islam, comme il prétendait l'être, mais en réalité des agents mercenaires de l'Occident, il a été complaisant avec ces groupes terroristes jusqu'à ce que ceux-ci soient retournés contre lui. Souvenez-vous du Burkina Faso sous le président Compaoré. Les dirigeants de ces groupes terroristes, comme Iyad Agali, se promenaient librement et étaient protégés à Ouagadougou. Au final, le Burkina Faso a été attaqué par les terroristes qu'il a hébergés gentiment pendant plusieurs années. Partout où on ouvre et on tend les bras aux terroristes, on finit par les avoir contre soi. Le Nigeria croit pouvoir jouer un rôle décisif dans la destruction du Mali, du Burkina Faso, du Niger, dans la destruction de la révolution sahélienne, dans la destruction de la révolution panafricaine. C'est lui, le Nigeria, qui va récolter. C'est chez lui que les groupes terroristes vont atteindre les degrés les plus élevés de la force et de la fureur. Et c'est pour épargner le grand peuple africain du Nigeria de ce funeste avenir que nous appelons ces peuples-là à assumer leur révolution panafricaine. Le Nigeria sert maintenant donc de valet de la déstabilisation sous-régionale. Il a été chargé d'intervenir aux côtés de l'armée française au Bénin. Il a été chargé d'aller tester le dispositif de sécurité aérienne de l'AES à travers un avion de combat, un avion de guerre, qui a été chargé de survoler l'espace de l'AES, histoire de voir si l'AES serait capable de le contraindre. Cet avion a été arrêté par les forces aérienne de la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, et immobilisé au Burkina Faso. Il faut y voir ni plus ni moins qu'un test afin de préparer la grande invasion militaire qui est conçue par les officines de l'OTAN, les officines de l'Union européenne, les officines du néocolonialisme français contre les trois grands pays du Sahel, y compris le Togo. Car il est important que vous sachiez que parce que le gouvernement togolais a refusé de participer au projet de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel, ce gouvernement est désormais dans la ligne de mire du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Alassane Dramane Ouattara, le valet suprême du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest, a donc et déjà tenté des infiltrations militaires contre le régime togolais. Je vous ai dit, et je vous le dis de source sûre, qu'une douzaine d'officiers des forces spéciales ivoiriennes ont été arrêtés par les autorités togolaises et eux sont en détention, risquant la réclusion à perpétuité pour avoir préparé un coup d'État contre le régime togolais parce que ce régime s'est rapproché de l'AES et de la Fédération de Russie.
Donc le Nigeria se retrouve dans une configuration où lui et ses alliés de la CEDEAO pourraient être obligés de se confronter à l'alliance des États du Sahel et à ses alliés. Parce que l'alliance des États du Sahel a ses alliés, parmi lesquels le Togo. Dans une configuration de guerre régionale entre la CEDEAO et l'AES, il n'y a aucun doute que les peuples de la CEDEAO seront majoritairement du côté de l'armée de l'AES, qui est l'incarnation de la révolution africaine. Si jamais le Nigeria et ses misérables alliés, le gouvernement fantoche de Ouattara Draman en Côte d'Ivoire, le gouvernement fantoche de Bachirou Diomaye Diakhar Faye, en pleine trahison de la révolution pastéfienne à Dakar, si tous ces gens-là s'amusent à se dresser devant l'AES, ce sera la révolution régionale ouest-africaine. Les peuples sahéliens et leurs alliés se battront pour délivrer la sous-région de tous les valets du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Il y a là une configuration révolutionnaire extrême dont il faut tenir compte si on veut penser l'avenir de notre continent. Si les Nigérianes et les Nigériens, qu'ils soient des forces armées ou de la société civile, n'assument pas la révolution panafricaine contre le régime de Tinubu, le Nigeria va se retrouver à feu et à sang. Dès ces mots, Franklin Nyamsi ne cherche ni la nuance ni la prudence académique, il installe une alarme morale, politique et historique. Nous sommes dans une Afrique de l'Ouest où les lignes diplomatiques ont déjà bougé, où les alliances d'hier se fissurent, où des États ont rompu avec la CEDEAO, où des bases militaires étrangères ont été remises en cause, et où les peuples observent, parfois incrédules, parfois galvanisés, la montée d'un discours de rupture. Ces faits sont réels, observables et incontestables. Mali, Burkina Faso et Niger ont redéfini leurs relations internationales, la CEDEAO a imposé des sanctions, le Nigeria, sous la présidence de Bola Ahmed Tinubu, a occupé une position centrale dans cette séquence. C'est dans ce contexte précis, et non dans une abstraction idéologique, que Nyamsi projette sa parole, comme on projette une torche dans une nuit déjà agitée par les vents de l'histoire. Son discours fonctionne comme un miroir tendu aux consciences africaines. Il ne décrit pas seulement une situation, il accuse, il avertit, il prophétise. En affirmant que le Nigeria risque une implosion s'il ne change pas de trajectoire, Nyamsi s'inscrit dans une tradition rhétorique ancienne en Afrique, celle de l'intellectuel engagé qui se fait éclaireur, parfois excessif, parfois dérangeant, mais toujours persuadé que le silence est plus dangereux que la parole. La voix collective qui traverse son propos, cette voix qui semble dire « nous avons déjà vu cela », convoque la mémoire africaine, celle des empires brisés par des alliances mal comprises, celle des États fragilisés par des dépendances stratégiques, celle des peuples pris entre des élites déconnectées et des puissances extérieures habiles. Lorsque Nyamsi désigne le Nigeria comme pilier de l'ordre néocolonial en Afrique de l'Ouest, il ne s'attaque pas seulement à un gouvernement, mais à une fonction géopolitique. Le Nigeria est un fait, plus de 200 millions d'habitants, première économie du continent en termes de PIB, acteur militaire incontournable. Cette réalité donne du poids à toute décision nigériane et explique pourquoi son alignement perçu avec la CEDEAO et les puissances occidentales est vécu, par certains courants panafricanistes, comme une trahison historique. La leçon que l'Afrique peut tirer ici est essentielle, la puissance n'est pas seulement une accumulation de chiffres, elle est aussi une responsabilité morale. Lorsqu'un État majeur agit, il imprime une direction à toute une région, et cette direction peut soit apaiser, soit enflammer les dynamiques existantes. La radicalité de Nyamsi s'exprime pleinement lorsqu'il appelle à une révolution panafricaine portée par des patriotes issus des forces armées. Cette idée, choquante pour les défenseurs des normes démocratiques libérales classiques, trouve pourtant un écho dans une Afrique marquée par des décennies de régimes civils perçus comme inefficaces ou dépendants. Nyamsi ne parle pas ici d'un simple changement de gouvernement, mais d'une refondation du pouvoir, où l'armée deviendrait le bras armé d'une volonté populaire supposée trahie. La réflexion que cela impose au continent est profonde, comment concilier le besoin de souveraineté réelle avec la nécessité de prévenir les dérives autoritaires? Comment transformer l'État sans sacrifier la liberté? Ces questions, que Nyamsi soulève sans toujours y répondre, sont au cœur du dilemme africain contemporain. Son insistance sur la question du terrorisme s'inscrit dans une lecture historique qui mérite d'être interrogée sans caricature. En rappelant la Libye de Mouammar Kadhafi ou le Burkina Faso de Blaise Compaoré, Nyamsi mobilise des exemples où des groupes armés, tolérés ou instrumentalisés à un moment donné, ont fini par devenir des menaces incontrôlables. Les faits sont là, l'effondrement de la Libye a déstabilisé tout le Sahel, les circulations d'armes et de combattants ont alimenté des violences transfrontalières.
La leçon africaine est claire, aucune stratégie sécuritaire fondée sur le calcul à court terme ou la complaisance ne protège durablement un État. Ce qui est semé dans l'ombre finit souvent par germer en plein jour. Cependant, Niamsi va plus loin en attribuant aux puissances occidentales une responsabilité structurante dans l'émergence et l'instrumentalisation de ces groupes. Cette thèse, largement partagée dans certains cercles panafricanistes, n'est pas sans fondement historique, mais elle exige une vigilance intellectuelle. La responsabilité extérieure ne doit pas effacer la responsabilité interne. L'Afrique doit apprendre à analyser sans simplifier, à dénoncer sans se dédouaner. La sagesse africaine, celle que la voix collective invoque en filigrane, nous rappelle que le lion blessé ne peut accuser la savane entière, il doit aussi comprendre comment il s'est exposé. Lorsque Niamsi évoque une possible confrontation régionale entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, il ne décrit pas un scénario abstrait, mais une tension réelle qui a déjà fait trembler les chancelleries. Les sanctions économiques, les menaces d'intervention, les ruptures diplomatiques ont créé une polarisation inédite. En affirmant que les peuples seraient majoritairement du côté de l'AES, Niamsi met en lumière une fracture fondamentale, celle entre la légalité institutionnelle et la légitimité ressentie. La leçon pour l'Afrique est lourde de sens, un ordre régional ne peut survivre durablement s'il est perçu comme extérieur aux aspirations populaires. La stabilité ne se décrète pas, elle se construit avec les peuples. Le discours de Niamsi est aussi un acte de mobilisation émotionnelle. Il nomme, il stigmatise, il dramatise. Cette stratégie comporte des risques, car la parole enflammée peut alimenter des antagonismes irréversibles. Mais elle révèle aussi une soif de clarté dans un paysage politique souvent saturé de langage technocratique. La responsabilité des intellectuels africains, et des médias qui relaient ces discours, est alors cruciale, éclairer sans aveugler, analyser sans attiser, rappeler que la transformation véritable exige plus que des slogans. La voie collective qui traverse l'analyse doit rester une voie de construction, non de destruction. En filigrane, Niamsi pose une question que l'Afrique ne peut plus esquiver, qui définit l'avenir du continent. Les institutions héritées de la période post-coloniale? Les puissances extérieures? Les élites locales? Ou les peuples eux-mêmes, dans leur diversité et leur complexité? En appelant à une renaissance panafricaine, il invite à repenser la souveraineté non comme un repli, mais comme une capacité à choisir. La leçon ici est celle de la responsabilité. Choisir, c'est accepter les conséquences de ses choix, bonnes ou mauvaises. La critique virulente de certains dirigeants africains, qualifiés de relais du néocolonialisme, s'inscrit dans une longue tradition de dénonciation des élites jugées déconnectées. Mais cette critique gagne à être accompagnée d'une réflexion sur les alternatives concrètes. Une Afrique qui refuse la résignation ne peut se contenter de renverser, elle doit aussi bâtir. Institutions solides, économies inclusives, systèmes éducatifs émancipateurs, voilà les fondations sans lesquelles toute révolution reste inachevée. La sagesse africaine enseigne que l'arbre ne tient pas par ses feuilles, mais par ses racines. Ainsi, l'analyse des propos de Franklin Niamsi révèle moins une simple diatribe qu'un symptôme. Symptôme d'une fatigue historique, d'un désir de rupture, d'une quête de dignité. Son discours force à penser, à interroger les certitudes, à revisiter les trajectoires. Il ne s'agit pas d'y adhérer sans réserve, mais de reconnaître qu'il exprime une tension réelle au cœur du continent. L'Afrique est à un carrefour, entre colère et lucidité, entre mémoire et avenir. En définitive, l'espoir réside dans la capacité des Africains à transformer cette tension en énergie créatrice. L'avenir du Nigeria, comme celui du Sahel et de toute l'Afrique de l'Ouest, dépendra moins des prophéties que de la sagesse collective, de la vigilance citoyenne et de la participation responsable de chacun. Comme le dit un proverbe africain, quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent.